problème, c'est qu'il faut nous prévenir avant. C'est insupportable. Et donc, c'est normal. Il m'a dit oui. Il m'a dit oui, effectivement, c'est un vrai. Caméra. Allez, Côté caméra. Allez, on y va. On a 1 minute de retard, ce qui est très important pour les pitchs, mais on va essayer de rattraper ça. Post-ASCO, je vais laisser la parole. Non, juste pour vous dire que on va essayer de faire ça rapide, multidisciplinaire, comme vous connaissez, j'espère maintenant cette pitch formule. Donc Marion Jaffrelot qui va nous orchestrer va être très sévère et vérifier tout ça. C'est du pluridisciplinaire, donc très peu d'infos dans chaque discipline, et après chaque discipline a tout loisir à refaire des réunions centrées sur ces pathologies. En général, c'est ce qui se fait avec éventuellement des post-ASCO ESMO regroupés, ou voilà. Donc vous aurez le temps de débriefer avec chacun pour des réunions dédiées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On va faire un tour de vue d'un peu l'ensemble. Juste pour dire que gynéco, on n'avait pas d'orateur, mais on n'avait pas d'orateur parce qu'il n'y avait pas de sujet non plus. Donc, en accord avec les oncogynécos, on a dit on ne fait pas d'oncogynéco au post-ASCO. Et pareil pour sarcome. Voilà, merci Marion. Bonjour à tous et bienvenue donc au post-ASCO. Et je laisse la parole à Victor Saradin pour vous parler de l'ORL et de la thyroïde. C'est bon là ? Oui. Donc voilà, donc je commence, j'ai 8 minutes. Donc moi je suis Victor Saradin, donc oncologue médical ici à l'Oncopole. Et donc je vais vous parler des cancers ORL. Mon titre c'était cancer ORL et cancer de la thyroïde, mais on n'a eu aucune donnée sur les cancers de la thyroïde, donc je vais vous parler que des cancers ORL. Première étude, c'était une étude de phase 3 randomisée, peut-être la seule qu'on ait eue à cet ASCO. On est dans la situation des cancers de l'oropharynx localement avancé en ORL. Et donc, c'était une étude américaine par l'étude du MD Anderson qui comparait 2 modalités d'irradiation, soit une irradiation classique en modulation d'intensité, ou soit une irradiation en protons. En termes d'efficacité oncologique, elle n'est pas différente. Donc, ça ne fait pas mieux d'irradier en protons que d'irradier en photons. Par contre, ce qu'on a vu et ce à quoi on s'attendait, c'est qu'il y a une réduction de la toxicité. Donc là, par exemple, je vous ai mis, il y avait moins d'utilisation de gastrostomie pendant l'irradiation quand on utilise des protons. Donc la conclusion de cette étude, c'est que si vous avez une machine à protons qui vaut extrêmement cher, ben c'est bien, il faut l'utiliser. Mais si vous n'en avez pas, je ne crois pas que ça vaille le coup de l'investissement. En tout cas, il n'y a pas d'avantage oncologique. En tout cas pour ce qui est de l'ORL. Deuxième étude, on est toujours dans les oropharynx, là uniquement dans les oropharynx HPV induits, qui sont maintenant prépondérants aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est plus de 70% des cancers de l'oropharynx, en France, c'est 40%. Et donc, c'était une étude de désescalade. Alors, donc, le traitement habituel, c'est radiochimiothérapie concomitante pour ces maladies-là, on ne les opère pas. Donc, les patients commençaient leur radiothérapie. Ils allaient jusqu'à 20 Gray et un cycle de cisplatine, et on leur faisait à ce moment-là un TEP avec un marqueur qui s'appelle le F-MISO, qui est un marqueur qui marque les zones d'hypoxie. Et si le patient avait des lésions hypoxiques, dans ce cas, on allait au bout de la radiochimio classique, 70 Gray, 3 cycles de cisplatine. Et si par contre il n'y avait pas d'hypoxie, on faisait une désescalade, mais une désescalade qui est majeure, puisqu'on irradiait qu'on s'arrêtait à seulement 30 Gray et 2 cycles de cisplatine. Et donc l'étude, comme vous le voyez, on a des résultats oncologiques extrêmement bons, quelle que soit l'irradiation, 70 Gray ou 30 Gray. Donc c'est une preuve du concept qu'on peut faire une désescalade
guidée par l'hypoxie dans cette situation. Et donc l'équipe à l'origine de cette présentation va lancer une phase 3 pour confirmer ces données. Et oui, bien sûr, comme vous pouvez voir, évidemment, quand on réduit la dose d'irradiation, on réduit de façon drastique les toxicités. Vous passez de 30% de mucite de grade 3 à seulement 8%. Et pareil pour la dysphagie, pareil pour la xérostomie. Donc évidemment, quand vous faites 2 fois moins d'irradiation, vous avez bien sûr beaucoup moins d'effets secondaires. Donc c'est une étude intéressante. On passe en métastatique. Je vous rappelle, pour ceux qui ne font pas d'ORL, quel est notre standard actuel. Notre standard, il est guidé par le CPS PDL1. Si vous avez un CPS à 0, le traitement standard, c'est une chimiothérapie avec du cetuximab, l'Erbitux. Si vous êtes à un CPS supérieur ou égal à 20, vous avez 2 options, soit le Pimbro seul, soit la chimio avec Pimbro. La survie est la même, c'est important de le noter. La seule chose qui change, c'est le taux de réponse initial qui est plus important si on y ajoute de la chimio, mais au prix bien sûr d'une toxicité supplémentaire. On a une zone grise qui est les CPS entre 1 et 19 pour lequel on peut faire les 3 modalités, avec tout de même un avantage en survie globale pour la chimio Pimbro. Donc, on a eu une session avec des présentations sur des vaccins HPV thérapeutiques, donc pour des patients qui ont des cancers ORL métastatiques HPV induits, avec 3 vaccins différents qui ont été présentés. Je vous résume 3 présentations en une slide. Donc l'ISA 101B, l'HB200, le CUE 101, des études de phase 2 ou 1-2, enfin 1 avec cohorte d'expansion. On cible que l'HPV 16, des nombres de patients qui varient. On est plutôt en première ligne. On est en association au standard qui est le pembrolizumab, donc c'était anti-PD1 plus vaccin, chez des patients avec des CPS positifs. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a des taux de réponse entre 25 et 46%, donc ce qui semble un peu meilleur que le Pimbro seul. Je vous ai remis la référence dans cette situation. Le Pimbro seul, il fait 20% de taux de réponse. Mais surtout, le bénéfice, il semble se voir pour les patients qui ont des CPS élevés, où là, on a des taux de réponse à plus de 50%, alors qu'avec le Pimbro seul, habituellement, on est à 25%. Les études ne sont pas matures, donc on n'a pas encore de données de survie, mais donc affaire à suivre. Là, c'est 3 vaccins qui ont été présentés, mais en ORL, on a au moins peut-être 6, 7, voire 8 vaccins en développement. Alors, une présentation, donc on est toujours en métastatique. C'est un anticorps drogue conjugué, vous savez, c'est très à la mode. Là, c'est le tisotumab vedotin. Donc c'est un anticorps. L'anticorps cible, la cible, c'est le facteur tissulaire. La chimiothérapie, c'est le MMAE, donc c'est un inhibiteur de la polymérisation des microtubules. C'est une sorte de vinorelbine. Donc on est en 2e ou 3e ligne chez des patients qui ont déjà reçu un anti-PD1, qui ont déjà reçu du platine, la plupart qui ont déjà même reçu des taxanes ou des cetuximab, donc lourdement pré-traités. Et donc les taux de réponse sont assez intéressants, puisque vous voyez que dans cette situation déjà pré-traitée, on a 40% de taux de réponse, donc molécule à suivre, pas de données de PFS, pas de données d'OS pour le moment. Une autre molécule intéressante à suivre, le petosantamab. Le petosantamab, lui, c'est un anticorps bispécifique qui cible à la fois le GFR et le LGR5, qui est en gros un co-récepteur de l'EGFR. Donc c'est une sorte de cetuximab de nouvelle génération. Cette fois, on est en première ligne chez les patients PDL1 positifs en association au pembrolizumab, qui est notre standard of care. Et donc les résultats sur les 24 premiers patients de l'essai, hein, on a encore très peu de suivi, mais vous voyez des taux de réponse sur ce waterfall plot qui ont l'air très intéressants. On est à 67% de taux de réponse, vous avez vu tout à l'heure ce que je vous ai montré. Donc par contre, sous réserve, hein, c'est que sur 24 patients, très peu de recul, pas de données de PFS, pas de données d'OS, mais bon, molécule à suivre en première ligne. Et donc la biotech qui développe ce médicament est très enthousiaste et donc a lancé un plan de développement très ambitieux, puisqu'ils vont lancer non pas une mais 2 phases 3 randomisées à la fin de l'année 2024. Il y en a une qui sera en première ligne métastatique en association au pembrolizumab versus Pimbro seul. Et il y aura aussi en parallèle une autre en 2e ligne qui sera le petosantamab seul versus notre standard of care qui est, je vous le rappelle, soit taxane, soit cetuximab, soit méthotrexate. Et, message pour Rosine et Marion, ils vont également lancer un programme de développement dans le cancer colorectal, puisque c'est la 2e maladie où on utilise les anti-EGFR. Ils vont lancer une phase 1-2 probablement cette année ou l'année prochaine. Hop, et j'ai terminé. Merci pour votre attention.
vous avez des questions dans la salle? Alors, moi j'en profite. Ah, vas-y Marion. Pour la première étude avec le TEP qui montrait les réponses à l'hypoxie, donc c'est les tumeurs sur lesquelles il n'y a pas d'hypoxie pour lesquelles on peut désescalader, c'est ça? Exactement, oui. Et on sait pour quelles raisons ou... Parce que, d'après ce que j'ai compris, les radiothérapeutes expliqueront mieux, mais après ce que j'ai compris, l'hypoxie est un facteur de radiorésistance connu. Et donc, avec ce marqueur-là, ça permet d'identifier justement quelles sont les tumeurs qui sont hypoxiques ou pas. Et là, ils ont pris les tumeurs HPV induites, qui sont les tumeurs qui ont le meilleur pronostic en ORL, parce que c'est la situation où on a envie justement de désescalader, parce que c'est des patients qui vont guérir, qui vont vivre longtemps, donc on a envie qu'ils puissent faire le reste de leur vie avec le moins de séquelles possible. Mais c'est intéressant, et c'est un marqueur a priori qui n'a pas l'air trop compliqué à fabriquer, à acquérir. Donc ça a l'air généralisable. Merci beaucoup pour la présentation. Merci, et Marie. on va passer à la dermato avec le docteur Ariana Ortiz. Donc, bonsoir à tous et merci beaucoup pour cette invitation. La première étude dont je vais vous parler, c'est une étude de phase 3 qui a été présentée en plénière à l'ASCO, qui étude la différence entre ipilimumab plus nivolumab en néoadjuvant versus nivolumab en adjuvant dans le cadre de mélanome de stade 3 chez des patients avec un mélanome de stade 3 résécable et macroscopique. Donc, comme vous le savez déjà, aujourd'hui, les patients atteints d'un mélanome stade 3, ils ont une RFS de 30% et une OS de 50% après la chirurgie. Et le traitement adjuvant, il est capable d'améliorer cette RFS, mais pas l'overall survival, d'où l'importance d'avoir de nouvelles approches thérapeutiques. Et dans ce sens, les études Opacine ainsi que la SWOG 18/1 ont déjà démontré l'intérêt d'un traitement néoadjuvant dans le cadre du mélanome. Et NADINA est une étude de phase 3 réalisée chez des patients avec un mélanome de stade 3 macroscopique et résécable, qui est une étude randomisée et contrôlée, qui a deux groupes, comme vous le constatez ici. Le groupe néoadjuvant qui reçoit deux doses une dose fixe de ipilimumab à 80 mg plus nivolumab à 240 mg toutes les 3 semaines, donc 2 cycles après une chirurgie. Et puis après, la suite va être en fonction de la réponse pathologique. Chez des patients qui vont avoir une réponse pathologique majeure, ils ne vont plus continuer de traitement, ils vont rester en surveillance active, versus le reste de patients qui vont continuer à recevoir soit du nivolumab 480 mg toutes les 4 semaines pendant 11 mois supplémentaires, soit du daratumumab tous les jours s'ils sont BRAF-mutés pendant 11 mois supplémentaires. Le deuxième groupe, c'est un groupe qui suit le schéma classique, donc chirurgie, et puis après, traitement adjuvant par nivolumab 480 mg pendant 12 mois. Comme vous pouvez le constater ici, le primary endpoint de cette étude, c'était le event-free survival. Et on peut constater que dans le groupe néoadjuvant, à 12 mois, l'event-free survival était de 83% versus 57% dans le groupe placebo. Et ces bénéfices dans le groupe néoadjuvant étaient constatés dans l'ensemble de ce groupe de cette étude. Dans le groupe néoadjuvant aussi, on constatait que 59% des patients avaient une réponse pathologique majeure, 8% des patients avaient une réponse pathologique partielle, 26% des patients ne répondaient pas et 2,4% des patients progressaient. À noter une discordance entre la réponse pathologique et la réponse radiologique.
Dans le groupe néoadjuvant, les auteurs ont pu constater aussi une différence dans la RFS. Donc, à 12 mois, dans le groupe de patients qui avaient une réponse pathologique majeure, l'RFS était de 95%. Et elle était de 76% dans le groupe qui avait une réponse pathologique partielle et elle était de 57% dans le groupe des non-répondeurs. Finalement, en ce qui concerne les toxicités, comme vous pouvez l'observer ici dans le groupe néoadjuvant, il y avait 29% de toxicité égale ou supérieure de grade 3 versus le 14% de toxicité dans le groupe adjuvant. Donc en conclusion, Nadina, elle est la première étude de phase 3 sur l'immunothérapie en néoadjuvant dans le cadre du mélanome de stade 3. Elle est aussi la première étude de phase 3 sur l'immunothérapie en néoadjuvant n'associant pas une chimiothérapie dans le cadre de la prise en charge de tumeurs solides. On a démontré que cette dose fixe d'ipilimumab plus nivolumab en néoadjuvant, elle est capable d'avoir un bénéfice dans l'event-free survival et ce bénéfice est supérieur par rapport au standard of care qui est aujourd'hui le traitement adjuvant par des anti-PD1. Finalement, ce bénéfice a été observé dans l'ensemble de sous-groupes et aussi à noter que dans ce groupe de traitement néoadjuvant, on a observé une réponse pathologique majeure dans presque 60% de patients que, je vous rappelle, ont reçu uniquement 2 doses d'IPI plus niveau, c'est-à-dire un traitement uniquement pendant 6 semaines. Et cette étude a fait l'objet d'une publication très récente dans le New England Journal of Medicine. La deuxième et dernière étude que je vais vous présenter, ce sont les résultats à 10 ans de la combinaison de dabrafenib plus trametinib dans les traitements adjuvants de mélanome de stade 3 chez les patients BRAF mutés. Voici les résultats dont on dispose à date sur l'RFS à 5 ans des différentes molécules utilisées et validées dans le cadre de la prise en charge adjuvante du mélanome stade 3. Et pour rappel, COMBI-AD est une étude contrôlée et randomisée chez les patients avec un mélanome de stade 3A, 3B ou 3C qui sont randomisés dans 2 groupes. Donc le groupe au traitement qui reçoit dabrafenib 150 mg 2 fois par jour plus trametinib 2 mg le soir tout au long de 12 mois versus le groupe placebo qui ne reçoit pas de traitement pendant cette même période de temps. Comme vous pouvez voir ici, le résultat de l'ARFS à 10 ans, il est de 50% dans le groupe au traitement versus 35% dans le groupe au placebo. La distant metastasis free survival était de 64% dans le groupe au traitement versus 53% dans le groupe au placebo. L'overall survival était de 71% dans les groupes au traitement versus 65% dans le groupe au placebo, mais à noter que cette différence n'était pas statistiquement significative. Donc, quand on regarde l'analyse de ce groupe, on peut constater qu'il y a quand même une différence entre les patients qui ont une mutation BRAF V600E versus les patients qui ont une mutation BRAF V600K. Finalement, le melanoma specific survival était de 76% à 10 ans dans le groupe traitement versus 70% dans le groupe placebo. Donc, en conclusion, il s'agit de la plus longue follow-up dans les cadres de l'adjuvant pour les patients ayant un mélanome de stade 3 BRAF muté. On a démontré grâce à cette étude une amélioration, une supériorité en RFS et en DMFS chez les patients qui avaient reçu dabrafenib pendant 1 an. L'étude aussi montre une supériorité en overall survival et en melanoma specific survival dans le groupe traitement, même si cette supériorité n'était pas statistiquement significative. Mais quand on regarde l'analyse de ce groupe, on observe que cette différence elle est statistiquement significative chez les patients qui ont une mutation BRAF V600E, mais en revanche, elle n'est pas significative chez les patients ayant une mutation BRAF V600K. Néanmoins, ces résultats doivent être regardés avec un peu de précaution parce que
la mutation vers V6.5A, elle n'est pas très fréquente. Et dans cette étude, il y avait juste 60 patients qui avaient ce type de mutation. Et finalement, cette étude n'a pas démontré de nouvelles toxicités décrites parmi ce qu'on connaît déjà par l'utilisation de ces molécules. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci pour la présentation qui était très claire. Est-ce que quelqu'un a une question ? Merci Ariana. Moi j'ai une question sur pour la première étude sur Nadina. Est-ce que tu penses que l'étude est suffisamment solide pour changer les pratiques dès aujourd'hui, ou alors est-ce qu'il vaut mieux attendre les résultats en survie globale ? Merci beaucoup pour cette question. En fait, on en a longuement discuté avec mes collègues, avec Cécile et Vincent. Certes, c'est une étude suffisamment solide comme pour commencer à discuter et commencer à envisager des patients, notamment stade 3 macroscopie, qui pourraient se bénéficier d'une approche néoadjuvante. Est-ce que les résultats à 12 mois, effectivement, ils sont suffisamment robustes comme pour complètement charger la prise en charge de nos malades? Je pense que c'est un peu prématuré. En tout cas, c'est une étude qui vraiment va révolutionner la prise en charge de nos patients, surtout des patients qu'on inclut en adjuvant classique aujourd'hui. Après, il faudra bien sélectionner les malades au cas par cas, parce que vous avez vu les résultats de toxicité, donc 29% de toxicité plus égale à 29%, c'est pas rien. Mais certainement, ça va révolutionner la prise en charge. Après, il y a d'autres études qui sont en cours. Il y a la phase 2 qui a été publiée Niveau plus RELA, et avec beaucoup moins de toxicité. Et du coup, peut-être que ça sera, quand on aura les résultats de la phase 3, ça sera elle qui va vraiment changer la pratique. Merci. Une deuxième et dernière question. J'avais une question aussi pour la première étude que tu nous as dit on a vu qu'il y avait une discordance entre la progression, enfin l'examen radiologique et anatomopathologique. Est-ce qu'ils ont regardé les taux de pseudo-progression sur les pièces opératoires, c'est-à-dire les malades qui avaient une tendance à avoir une progression radiologique et finalement qui étaient en réponse complète sur la pièce opératoire? Est-ce qu'on a une idée de la pseudo-progression, parce que c'est un élément angoissant en général pour le... Tout à fait. Merci. Ça n'a pas été présenté à l'ASCO, mais dans la publication dans le New England, oui, ils en parlaient. Tout à fait. Et c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas vu, par exemple, ces discordances dans la SWOG 1801. Certes, c'était une étude de phase 2, mais il n'y a pas eu de discordance entre la réponse pathologique et la réponse radiologique. Merci. On va maintenant passer à la pneumologie avec le docteur Laurence Biguet. Bonjour, Laurence Biguet, je suis praticien hospitalier dans l'unité d'oncologie thoracique à l'hôpital Larraine. Donc moi je vais vous parler des cancers bronchiques, et à cet ASCO nous avons eu 3 présentations plénières. Dans le cancer bronchique, je vais vous détailler 2 présentations et une 3e qui va, en tout cas les 3 probablement vont changer nos pratiques. La première, c'est dans le cancer bronchique à petites cellules. On en parlait peu jusqu'à présent, il y avait peu d'actualité. C'est l'étude Adriatique. On s'adresse à des patients qui ont un cancer bronchique à petites cellules localisé. Donc le traitement de référence, c'est la radiochimiothérapie. Ce sont des patients qui ont eu une radiochimiothérapie, qui après radiochimiothérapie sont randomisés en 3 bras. Un bras durvalumab qu'ils poursuivront pendant 2 ans, un bras placebo et un bras double immunothérapie, durvalumab plus tremelimumab, dont nous ne parlerons pas là parce que les résultats n'ont pas été présentés à l'ASCO. 2 co-critères principaux, survie globale et survie sans progression. L'étude est très positive, comme vous le voyez, sur un de ces critères principaux, enfin les 2 en fait, dont la survie globale. On passe de près de 33 à plus de 55 mois de médiane de survie globale, soit un bénéfice de 23 mois chez ces patients en termes de médiane de survie globale. Et la médiane de survie sans progression, elle aussi, est significativement améliorée de près de 9 mois à un peu plus de 16 mois, un hasard ratio à 0,76.
Concernant les toxicités, selon celles que l'on connaît, on va dire avec le durvalumab, un peu plus de pneumopathie, des toxicités cutanées, mais pas de signe ou de signal en tout cas spécifique. Donc une étude qui va très probablement changer nos pratiques et qui, dans cette population de cancer à petites cellules localisées pour lesquelles on n'avait pas eu d'actualité depuis plusieurs dizaines d'années, l'association et la consolidation par 2 ans de durvalumab amènent un vrai gain en termes de survie globale et de survie sans progression. La deuxième étude, qui a été aussi présentée en session plénière, elle intéresse cette fois les cancers bronchiques non à petites cellules de stade localisé, qui sont en fait localement avancés, non résécables, mutés EGFR. C'est l'étude LAURA. Donc, cette population de cancers bronchiques non à petites cellules localement avancés, après radiochimiothérapie, en l'absence de mutation EGFR, sont traités par 1 an de durvalumab en adjuvant, les patients EGFR ne recevant pas de traitement adjuvant, on va dire après la radiochimiothérapie. Dans cette étude, on s'intéresse donc à la population localement avancée CBNPC, EGFR muté, c'est les mutations communes, la DEL19 et la mutation au niveau de l'exon 21. Qui sont randomisés en 2 bras. Un bras, donc, après radiochimiothérapie, s'ils n'ont pas progressé, soit ils reçoivent de l'osimertinib, et la durée de traitement est non déterminée, c'est-à-dire que c'est jusqu'à progression ou toxicité, contrairement à d'autres indications de l'osimertinib où le délai est assez fixé, souvent à plusieurs années. Ou un bras placebo, sachant qu'il y avait un crossover qui était possible et que près de 80% des patients qui ont été dans le bras placebo auront reçu de l'osimertinib après. L'objectif principal était la survie sans progression. Et comme vous le voyez, on a un gain majeur à mettre en place de l'osimertinib après cette radiochimiothérapie chez des patients qui ont été contrôlés, qui sont mutés EGFR. Vous voyez que la médiane de survie sans progression passe de 5 mois à près de 39 mois. Et surtout, à 2 ans, on a 65% des patients qui sont non progresseurs dans le bras osimertinib versus 13%, hasard ratio à 0,16. La survie globale, elle n'est pas mature, donc on ne peut pas encore en tirer de conclusion, mais elle sera à suivre. Concernant les toxicités quand même d'un traitement qui va être maintenu au long cours, sont les toxicités connues de l'osimertinib, un peu plus de pneumonie, ces toxicités cutanées, et donc on va dire qu'il n'y a pas de signal non plus. Néanmoins, encore une fois, ce sont des maladies que l'on va chroniciser dans leur traitement, car là aussi, pas de limite fixée pour l'osimertinib. Donc c'est une étude qui va là aussi très probablement, en tout cas, changer nos pratiques, vu le gain chez les patients traités par osimertinib après la radiochimiothérapie. Et enfin, la dernière étude, alors qui n'a pas été présentée en plénière, mais pour laquelle les résultats sont extrêmement intéressants. On est maintenant chez les patients qui ont un cancer bronchique non à petites cellules, mais métastatique, avec un réarrangement ALK. Alors en première intention, on a 3 inhibiteurs d'ALK, que sont l'alectinib, le brigatinib et le lorlatinib, qui ont leur AMM. Et ce qui a été présenté à l'ASCO sont les résultats à 5 ans de l'essai Crown. L'essai Crown, c'est on va dire le même schéma que tous ces essais qui ont comparé les inhibiteurs d'ALK de 3e génération aux premières générations, aux crizotinib. Ce sont des patients donc qui sont non pré-traités, qui ont un cancer bronchique réarrangé ALK et qui sont randomisés, un bras lorlatinib, un bras placebo. Les résultats, on les a déjà eus. On sait qu'il y a un vrai bénéfice en survie sans progression, mais par contre, c'est l'actualisation à 5 mois qui a été présentée à l'ASCO. Et comme vous le voyez, à 5 mois, on a un bénéfice majeur dans le bras lorlatinib. En effet, la médiane de survie sans progression, vous voyez, est très nettement et non atteinte. C'est-à-dire qu'en fait, à 2 ans, 60% des patients n'ont pas encore progressé, alors que 8% des patients, 60% des patients sont non progresseurs, uniquement 8% dans le bras lorlatinib. Et concernant les métastases cérébrales, parce que c'est ces patients qui ont un tropisme, on va dire, métastatique cérébral majeur, qui est en tout cas surveillé de près et pour lequel l'enjeu est important. Et l'efficacité du lorlatinib au niveau cérébral, on la savait importante, mais là, effectivement, on en a vraiment la preuve. Et le temps jusqu'à progression cérébrale, alors que les patients
ait des métastases cérébrales à baseline, c'est sur la gauche, comme vous le voyez, à 5 ans, 83% des patients n'auront pas présenté de progression au niveau cérébral. Et les patients qui n'ont pas de métastases cérébrales au diagnostic, ils seront 96% à 5 ans, à ne pas avoir présenté de métastase cérébrale. Donc on a une protection intracérébrale qui est majeure avec le lorlatinib et qui est confirmée, et surtout qui est confirmée encore à 5 ans. Donc concernant les toxicités, ce sont des toxicités dont on a initialement un peu moins l'habitude, c'est biologique, on connaît l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie, la prise de poids, des toxicités peut-être dont on se méfie un peu plus, cognitives notamment, donc prévenir le patient, son entourage, mais il a été aussi présenté lors de cette même session et de façon concomitante, le fait que si on doit faire une concession de dose sur le lorlatinib, notamment dans les 16 premières semaines, il n'y a pas d'impact, comme vous le voyez, au niveau de la survie sans progression et du temps jusqu'à progression cérébrale. Donc ça peut aussi rassurer les cliniciens sur le fait que si on doit baisser la dose de lorlatinib, on garde une très bonne efficacité du traitement. Donc, pour résumer les 3 grosses présentations qui vont, en tout cas pour 2 d'entre elles, faire changer nos pratiques et probablement la 3e aussi, l'essai adriatique, les petites cellules localisées après radiochimiothérapie, s'ils sont stabilisés, le fait d'avoir 2 ans de durvalumab leur donne quasiment 2 ans de gain en termes de médiane de survie globale, ce qui est absolument majeur. L'essai LAURA, on est toujours dans des localement avancés, mais ils sont non à petites cellules et EGFR mutés. Et là aussi, le fait de poursuivre avec de l'osimertinib et sans limite de durée permet, comme vous voyez, une médiane de survie sans progression qui est très nettement supérieure et des patients qui vont donc avoir un vrai bénéfice. Et là aussi, alors pas pour l'instant, c'est vrai que ça n'a pas été encore, c'est pas encore entré dans les pratiques, c'est tout récent, mais très probablement qui va nous faire changer nos pratiques et qui soulève aussi l'importance du testing moléculaire chez ces patients. On sait que maintenant, avec le périopératoire, tous nos patients globalement non épidermoïdes, sauf les épidermoïdes non fumeurs, doivent être testés dès leur prise en charge initiale et dès les stades localisés. Et c'est le cas pour les stades 3. Et enfin, les cancers bronchiques réarrangés ALK métastatiques, un bénéfice majeur et une protection intracérébrale aussi extrêmement importante à 5 ans avec le lorlatinib, qui est un des inhibiteurs de choix, mais qui le sera probablement encore plus au vu de ces résultats. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Des résultats toujours aussi impressionnants en pneumo. Oui. Est-ce que quelqu'un a une question ? Alors, j'ai forcément une question sur l'essai LAURA, hein, puisque ça a énormément fait parler, puisque on donne un traitement par osimertinib à vie à des patients de stade 3. Donc en fait, ça change complètement le paradigme de cette maladie. Ça veut dire que finalement, on considère que c'est des patients qui sont micrométastatiques. Mais du coup, est-ce que ça va aussi changer le discours qu'on a aux patients ? Parce que là, j'imagine que pour le moment, des stades 3, on leur disait on va faire une radiochimio pour vous guérir. Alors là, qu'est-ce qu'on leur explique ? On leur explique qu'on leur donne un traitement. Oui, c'est exactement ça, parce que nos patients non EGFR mutés, ils ont la radiochimiothérapie. Après, ils ont 1 an de durvalumab. Et c'est vrai qu'on était dans le concept, un peu même chez ces patients localement avancés, donc très à risque quand même, de peut-être prise en charge curative. Et donc après, ils avaient une fin de traitement. Et là, alors c'est vrai que les patients EGFR mutés, on le sait quand même, c'est des maladies un peu différentes. On le voit sur les scanners, ils ont souvent des petits verres dépolis. On se demande si en fait, beaucoup d'entre eux, même ceux qu'on opère au final parfois, n'ont pas une maladie un peu micro-métastatique déjà. Et c'est tout à fait vrai qu'on n'est plus dans le curatif, on va dire néanmoins, parce qu'on sera dans une maladie avec un traitement qu'on va garder au long cours, bon, avec le bénéfice. Mais c'est un essai qui a été aussi beaucoup discuté. Là, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vrai que tous les patients n'ont pas eu de TEP scanner. Enfin, probablement que certains étaient déjà peut-être métastatiques initialement. Et en tout cas, même si au vu du bénéfice, probablement qu'on va être amené à mettre en place l'osimertinib, effectivement, on est dans une maladie qui sera traitée au très long cours, avec une sorte de première ligne métastatique. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. On va donc passer au digestif avec le professeur Rosine Gambeau.
Alors le digestif, on va commencer par la seule plénière qui est eue en digestif, et qui est l'étude ESOPEC. Voilà. Alors l'ESOPEC, c'est flotte versus cross. Pour vous resituer un petit peu, ça pose la question de ces adénocarcinomes œsogastriques qui se retrouvent entre l'œsophage et l'estomac. C'est un peu de l'œsophage, c'est un peu de l'estomac, c'est la jonction, c'est entre les deux. Et donc, en général, on hésite toujours, est-ce qu'on le traite comme un œsophage ou est-ce qu'on le traite comme un estomac? Les estomacs, en général, c'est gastrectomie, puis on enlève le bas de l'œsophage. Les œsophages, c'est on enlève l'œsophage et on enlève le haut de l'estomac. Ça, c'est pour la chirurgie. Mais il y a aussi pour les traitements périopératoires, parce que la chirurgie ne suffit pas pour ces formes localisées, des approches qui sont différentes. Avec l'estomac, quand c'est de l'adénocade, l'estomac, on fait de la chimiothérapie périopératoire. Donc on a montré que chimio c'était mieux que chirurgie seule quand on fait avant, après la chirurgie. Et puis finalement le standard, c'est qu'on a montré que le type de chimiothérapie genre flotte, 5-fluoxaliplatine, docétaxel, c'est vraiment notre standard. On fait 4 cures avant, 4 cures après. Mais si on le traite comme un œsophage, c'est plutôt de la radiochimio préopératoire qu'on va faire. Et c'est le schéma CROSS avec 41 grés, du carbotaxol hebdo. Et ça fait mieux que de faire la chirurgie seule. Alors on a, pour être dans la vérité, montré que depuis on fait de l'immunothérapie, ça fait mieux que ça, mais en gros ESOPEC, c'est l'étude de phase 3 qui a comparé ces deux approches, parce que quand on est au milieu, c'est des bagarres en RCP, est-ce qu'on va le traiter comme un estomac ou est-ce qu'on va le traiter comme un œsophage? Donc là, ça a comparé ces deux approches avec le fait que cette étude a démarré avant qu'on ait démontré que quand on a cette approche, c'est mieux quand même de faire, il faut faire maintenant de l'immunothérapie post-opératoire, ce qui n'a pas été comparé dans cette étude. Et donc je vais directement au résultat, et vous voyez ici que globalement, l'approche chimio-périopératoire, donc les traiter comme des estomacs, ça fait mieux en termes de survie globale que de les traiter comme des œsophages. Là, c'était que des adénocas de la jonction, et donc il y avait soit l'un, soit l'autre traitement, et c'est avantage à la chimiothérapie périopératoire. Alors bien sûr, il y aura toujours des critiques parce que finalement notre standard probablement dans les prochaines années, mais pour l'instant c'est pas encore le cas, il va changer. Cette chimiothérapie périopératoire, on a des éléments pour penser que ça sera mieux quand il y aura de l'immuno. Et puis cette étude, on peut la critiquer parce que il n'y avait pas eu d'immuno post-opératoire. Mais enfin, ça fait pour l'instant dans nos débats de RCP pencher plutôt la balance en faveur de la chimio périopératoire, à condition que les patients soient aptes à recevoir cette chimio, qui cogne quand même un peu, parce que là, ça a montré une supériorité, mais les patients avaient pu être traités complètement. Deuxième étude dont je voulais vous parler, c'était sur le rectum. Donc le rectum, c'est quand même un champ qui a quand même beaucoup changé ces derniers temps. On fait du TNT, c'est-à-dire qu'on assomme les rectums localisés avant pour bien les traiter, en faisant une grosse chimio avec 3 mois de folfirinox, puis une grosse radiochimiothérapie, puis une grosse chirurgie avec tout ce que ça comporte de séquelles, de comorbidités. C'est lourd, hein, c'est du lourd de traiter un cancer du rectum. Voilà, alors il y a plein de débats, mais il y a une niche un petit peu particulière que sont les cancers du rectum de phénotype DMMR, qui sont franchement minoritaires. Nous, alors là, on n'est plus dans du lourd comme ça. On avait eu en 2000 à l'ASCO, il y a 2 ans, avec le New England à la suite, juste une plénière pour 12 patients qui avaient été traités par immunothérapie pour des cancers du rectum assez volumineux, mais non métastatiques, avec de l'immunothérapie, et qui avaient montré d'excellents résultats avec des patients qui finalement n'étaient même pas opérés, ne recevaient pas de chimio, ne recevaient pas de radiothérapie. Et donc là, juste un graphe pour cette étude, pour vous montrer que maintenant on a les résultats sur 42 patients, et que ces 42 patients qui n'ont reçu que de l'immunothérapie de type dostarlimab, donc un anti-PD1, toutes les 3 semaines pendant 6 mois, sont tous
en réponse complète. Et ils sont tous en réponse complète, soit à 3 mois, soit pour la majorité à 6 mois, soit pour les purs retardataires à 8 mois. Donc c'est absolument incroyable. On fait plus de chirurgie, pas de radiothérapie, pas de chimiothérapie, que de l'immuno, et ces tumeurs disparaissent sur 42 patients avec du dostarlimab. En tout cas, ça veut dire qu'on a des patients qui ont des cancers du rectum DMMR, il faut vraiment là, même si on n'a pas d'AMM et pas de standard, vraiment faire appel à la RCP, au RCP de recours et pouvoir donner accès à l'immunothérapie à ces patients. Et puis, la dernière étude qui a fait quand même pas mal parler d'elle, même si ces derniers temps on a parlé de beaucoup d'autres choses, mais c'est une étude qui en fait est une étude plutôt chirurgicale, avec l'aide malgré tout importante des oncologues, qui est l'étude Transmet. Donc vous allez en entendre parler probablement. Ça a été bien sûr, comme toutes les grosses études, publiées le jour même là dans eClinical Medicine, qui est de l'accès libre gratuit pour tout le monde, et qui est une étude française qui a posé la question de l'intérêt de la transplantation hépatique chez les patients qui ont des métastases hépatiques exclusives d'un cancer colorectal. S'il y a bien une contre-indication à transplantation hépatique, ce sont les maladies tumorales, cancéreuses évolutives. Le cancer colorectal a quand même la particularité depuis maintenant plus de 20 ans d'être un cancer que l'on sait pouvoir être traité et guéri au stade métastatique par de la chirurgie d'exérèse des métastases. Donc la place de la chirurgie est importante. Il faut absolument arriver à enlever les métastases hépatiques, quand il n'y a que des métastases hépatiques, par chirurgie, à condition qu'elles aient été contrôlées, bien sûr, par de la chimiothérapie avant. Mais certains patients ont des métastases hépatiques qui sont absolument irrésécables, même si vous passez par les meilleurs centres de chirurgie hépatique, parce qu'il y en a trop, etc. Et cette étude était faite pour eux. Donc, ce sont des patients qui devaient avoir des métas hépatiques d'un cancer colorectal, mais ne plus avoir la tumeur primitive, avoir moins de 65 ans, être en bon état général, ne pas avoir de maladie extra-hépatique et avoir une maladie métastatique contrôlée avec maximum 3 lignes de chimiothérapie et au moins 3 mois de contrôle de la maladie, soit en stabilité, soit en réponse objective. On excluait les plus graves qui sont les BRAF mutés et soit on faisait le bras standard qui est la chimiothérapie, on poursuit la chimiothérapie, on sait à quoi ça mène, c'est pas curatif de poursuivre la chimiothérapie, mais on n'a que ça, soit on fait une transplantation hépatique et ces dossiers devaient tous être validés par un comité d'experts national. Donc ils émanaient déjà de RCP local d'experts, ils étaient rediscutés en RCP national et il y a 157 patients qui ont été soumis à ce comité. Vous voyez qu'il y a déjà 63 patients qui ont été retoqués par le comité national et nous on faisait partie de ces comités qui soumettaient des dossiers. Finalement c'était très drastique comme sélection, 94 patients randomisés, 47 dans chaque bras, 47 patients transplantés dans le bras transplantation, 36 transplantés, 47 patients dans le bras chimiothérapie, 2 qui ont été transplantés à l'étranger, 7 qui ont finalement pu avoir de la chirurgie de leur métastase. Donc les populations per protocole, vous les avez en dessous. Vous avez le résultat avec un bénéfice évident à la transplantation hépatique et une dégringolade évidente pour ceux qui n'étaient pas transplantés. Ça, c'est en per protocole. Et vous avez cette information, c'est que sur les 36 patients qui ont été transplantés, finalement, il y en a beaucoup qui rechutent, qui ont de nouveau des métastases. Mais l'info importante, presque les 3/4, l'info importante, c'est que ces métastases, dans près de la moitié des cas, elles pouvaient être de nouveau traitées. Et finalement, vous avez sur 36 patients transplantés, 15 qui n'avaient pas de maladie évidente à la fin et qu'on peut considérer probablement comme guéris, alors que dans l'autre bras, il n'y en avait plus qu'un qui n'avait plus de maladie évidente. Donc, il y a une place pour la transplantation hépatique sur des malades hyper sélectionnés. Et maintenant, il va falloir s'organiser pour faire face à ces demandes, évidemment, mais ça reste quelque chose d'hyper sélectif. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
Eh ben, on va passer au sujet suivant, qui est les essais de phase précoce par le docteur Iphigénie Kourakis. Bonsoir à tous. Donc, je suis le docteur Iphigénie Kourakis, je suis médecin au sein de l'équipe des essais précoces et je vais vous présenter les actualités dans ce domaine pour l'ASCO 2024. Donc, la première des thématiques a été de cibler les mécanismes d'immunorésistance avec entre autres GDF15 et CCR8. Alors, GDF15, qu'est-ce que c'est? C'est une cytokine qui entraîne, en fait, qui inflige une sorte de double peine au niveau tumoral puisqu'elle permet de promouvoir la néoangiogénèse, l'invasion et les métastases, et elle entraîne aussi également un phénotype d'immunorésistance au sein du micro-environnement tumoral. Et donc la phase 2A de l'étude Godfather a permis de proposer un traitement qui est un anticorps monoclonal qui cible GDF15, qui s'appelle le Visugromab, qui a été donné chez des patients porteurs de cancer du poumon, de la vessie et des hépatocarcinomes en situation immunoréfractaire. Et ce traitement a été donné en association avec le nivolumab. Et quand on regarde les résultats, on voit que chez ces patients qui sont multitraités, puisque la majorité d'entre eux ont reçu, enfin la médiane du nombre de lignes préalables était de 4 pour ces patients, on voit qu'on arrive à obtenir des réponses qui sont durables et même des réponses complètes tardives, comme c'est le cas de ce patient porteur d'un cancer du poumon qui a obtenu une réponse complète à plus d'1 an du traitement. Les auteurs ont précisé que ces réponses complètes étaient les premières réponses complètes obtenues pour ces patients, c'est-à-dire que quand ils étaient traités avec leur chimio ou leur immunopréalable, ils n'avaient jamais eu de réponse complète auparavant. Et pour ce qui est des hépatocarcinomes, les données sont un petit peu moins matures, mais on a quand même déjà 3 réponses partielles et une réponse complète sur les 11 patients parmi les 20 qui continuent à l'heure actuelle le traitement. Alors, au niveau du profil de toxicité, cette molécule a un profil de toxicité assez intéressant parce qu'il y a eu au final très peu de grade 3. Donc, ça en fait un candidat idéal pour des stratégies de combinaison. Et pourquoi c'est intéressant les stratégies de combinaison avec un anti-GDF15? C'est qu'on s'est rendu compte sur les modèles précliniques que les chimiothérapies et les immunothérapies préalables pourrait en fait induire la production de GDF15. Il y a donc un intérêt à pouvoir donner ce traitement dès la première ligne en combinaison pour optimiser les réponses et limiter l'induction. Au niveau des autres essais sur l'immunorésistance, il y a eu des essais sur CCR8. Alors, qu'est-ce que c'est CCR8 ? C'est un récepteur qui est exprimé de manière sélective sur les lymphocytes T régulateurs du micro-environnement tumoral. Et donc, l'anticorps qui a été présenté s'appelle LM108 et il a pour objectif de se fixer sur CCR8 et de capturer en fait ces lymphocytes régulateurs et de les dépléter du micro-environnement tumoral. Et donc, le docteur Lin Chen a présenté les données poolées de 3 essais cliniques pour des patients porteurs de tumeurs gastriques où cet anticorps a été donné en association avec un anti-PD1. Et on voit chez ces patients qui sont majoritairement en fait immunoprétraités qu'il y a 36% de taux de réponse et une PFS pour laquelle l'objectif de PFS n'est pas encore atteint, mais la PFS moyenne à l'heure actuelle est de 6,5 mois. Donc c'est une cible à mon sens à suivre pour la suite. La deuxième actualité a été de proposer des nouvelles stratégies pour cibler le système immunitaire avec des anticorps bispécifiques et se servir du système immunitaire comme arme. Donc, l'étude Regen 70-75 a proposé donc un médicament qui est un bispécifique EGFR et donc qui cible EGFR, mais qui ne cible pas cette fois-ci CD3 ou PD1 comme on a pu le voir avec d'autres molécules, mais CD28. Et il a été donné en association avec un anti-PD1 en intraveineux, le Semiplimab. Plusieurs types de
cancers ont été traités, mais seules les données des patients colorectaux ont été présentées. Et j'attire votre attention sur le fait que les patients n'étaient pas sélectionnés sur la base de leur statut race. Ils étaient tous MSS, mais non sélectionnés sur la mutation race. On voit qu'il y a eu 5 réponses objectives qui ont concerné en fait essentiellement des patients non porteurs de métastases hépatiques. Sauf que les auteurs ont eu une bonne surprise après le cut-off de données, c'est qu'il y a eu un patient métastatique hépatique qui a répondu. Quand on regarde le profil de toxicité, on est rassuré parce qu'on sait que cibler CD28 peut s'avérer dangereux. Donc là, on a été rassuré de voir que les réactions qu'on avait étaient essentiellement des réactions grade 1-2 qui survenaient lors de la première perfusion et des toxicités cutanées de grade 1-2 qui sont concordantes avec le profil EGFR qu'on cible. Nous participons à l'heure actuelle à la phase d'extension de cette étude pour les cohortes suivantes. C'est le docteur Gomez-Roca qui est le PI de cette étude. Et donc, les 5 cohortes présentées sont en cours de recrutement dans le centre pour des patients qui sont immunonaïfs. Et la troisième et dernière grande actualité a été la consécration de la Claudine 18.2 comme nouvelle cible thérapeutique pour les patients porteurs de tumeurs gastriques. Et elle a fait l'objet de 2 essais cliniques avec 2 stratégies de ciblage différentes. La première par un CAR-T-cell autologue ciblant la claudine et la deuxième par un ADC ciblant la claudine qui était chargé avec une chimiothérapie qui est le védotin, qui fait partie par exemple de l'infortumab védotin qu'on utilise en onco-uro. J'attire votre attention sur le fait que les patients n'étaient pas sélectionnés sur les mêmes seuils de claudine dans les deux études et que dans l'étude avec le CAR-T-cell, il y avait plusieurs cohortes, dont une en association avec un anti-PD1 et une autre où les patients étaient traités en fait en entretien après chimiothérapie. Par contre, au niveau de la population, c'était des patients essentiellement traités en 2e ligne métastatique et avec ces 2 molécules. Cette diapositive n'a pas pour objectif de comparer les résultats de ces 2 protocoles qui sont complètement différents avec des designs différents, mais elle démontre à mon sens à quel point la claudine s'impose comme une future cible pour les cancers gastriques au vu des réponses obtenues justement avec des stratégies de ciblage qui sont complètement différentes. Donc pour ce qui est du CAR-T-cell autologue, on voit que pour les patients qui ont été traités en monothérapie, il y a eu un taux de réponse de 54,9%, une PFS moyenne de 5,8 mois et une OS moyenne de 9 mois. Et pour ce qui est de l'ADC, seuls les résultats des patients porteurs d'une surexpression importante de la claudine ont été montrés. Les patients étaient traités avec 3 niveaux de doses différents et quand on regarde en fait les courbes d'OS, elles se croisent autour des 11 mois. Au niveau du profil de toxicité, celui du CAR-T-cell était tout à fait sécuritaire puisqu'il n'y avait pas eu de CRS de grade 3 et il n'y a pas eu d'ICANS. Et pour ce qui est de l'ADC, il y a eu des toxicités hématologiques de grade 3 à prendre en compte, ainsi que des toxicités au niveau de digestif de grade 3 avec 10% de toxicité de grade 3. Les neuropathies, quant à elles, compatibles avec le profil védotin, étaient de l'ordre de 19%. Et il y a eu un arrêt de traitement pour hémorragie gastrique, entre autres. Donc là, à l'heure actuelle, je vous ai montré 2 stratégies pour cibler la claudine qui ont été exposées à l'ASCO et à l'IUCT. On a donc une 3e stratégie puisqu'on vient d'activer un essai clinique avec un anticorps bispécifique CD3 cette fois-ci qui cible la claudine et pour lequel je suis l'investigateur principal et il est en cours de recrutement pour les adénocarcinomes gastriques et de la jonction. Il est soumis à un pré-screening sur biopsie archivée pour évaluer le niveau d'expression de la claudine. Et je vous ai mis les coordonnées si vous avez besoin de nous adresser un patient pour n'importe quel essai de phase 1. On reste à votre disposition. Je vous remercie de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions concernant les phases précoces ? Moi, j'en ai juste une pour l'essai sur la claudine. Est-ce que la relecture, c'est une relecture centralisée, enfin la lecture du statut claudine ? Pour l'étude qu'on a chez nous, oui, oui, c'est le promoteur qui fait ça. Ouais.
Et le seuil choisi, c'est... Je n'ai pas le détail de celui qu'ils ont pris. Ils ont dit qu'ils estimaient sur les patients tout venant 70 à 75% de patients positifs. Et après, ils vont faire des classifications entre Claudine High et Claudine Low. Donc pour le moment, ils ne sélectionnent pas que des patients qui sont surexprimés. Voilà. Merci. Pas d'autres questions? On va passer à l'urologie avec le docteur Loïc Mouret. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous parler un peu d'urologie qui cette année était pas top à l'ASCO. Hein. J'ai fait un peu le malin la dernière fois après l'ESMO, mais là, cette année, c'était tristounet. Voilà. Pendant que les autres faisaient la fête, nous, on avait un peu le seum. Heureusement, on était quelques-uns Toulousains. Voilà. Alors, j'ai quand même essayé de tirer des enseignements. Il n'y a pas de changement de pratique à l'issue de ce congrès. Dans la vessie, donc, on avait dit à l'ESMO qu'on avait un nouveau standard avec l'enfortumab vedotin plus l'immunothérapie qui a montré un très net avantage en survie globale qu'on n'a pas encore à disposition, on espère l'avoir bientôt. Par contre, là, nous sont parvenus des résultats qui sont importants, je pense, pour la pratique. D'abord, on a un gain en qualité de vie grâce à ce médicament versus la chimiothérapie standard. Donc ça, c'est un élément important pour nos patients lorsqu'on pourra leur proposer. On sait qu'on peut amener non seulement un gain en survie, mais aussi en qualité de vie. Et puis, on a eu des précisions sur les niveaux de dose et sur les effets secondaires. En fait, on s'aperçoit que le niveau de dose que l'on doit respecter en monothérapie est important parce qu'on a une efficacité qui dépend de ce niveau de dose. Donc, il faudra, lorsque l'on fera ces traitements en première ligne, bien veiller à maintenir une intensité de dose importante. Et c'est aussi lié à l'apparition des effets secondaires. Et vous voyez ici que les niveaux d'exposition des patients sont répartis en quartiles. Dans chaque quartile, il y a un gain en survie globale pour les patients. Mais bien entendu, l'intensité des effets secondaires est variable en fonction de cette exposition. Et donc, il va falloir que nous apprenions à gérer ces médicaments qui ne sont pas tout à fait simples à manipuler, en particulier dans leur toxicité cutanée, dont on sait qu'elles peuvent être graves et qu'elles surviennent en début de traitement. Donc, des enseignements qui vont enrichir notre pratique rapidement. L'autre élément dans le cancer de la vessie, là, je vous mets que la diapositive titre. Ceux qui sont intéressés pourront aller voir. Il y a eu, et c'est pareil pour le cancer du rein, vous verrez, une synthèse très intéressante sur les différents variants de cancers urothéliaux, parce que dans les thérapeutiques que nous avons, c'est des situations qui nous mettent souvent en difficulté. Et donc, il y a une synthèse très intéressante à laquelle vous pouvez vous référer pour le choix des traitements. Pour le cancer du rein, pas de nouveauté majeure, là encore, mais des éléments intéressants dans l'apparition de biomarqueurs, avec notamment Laurence Albigès qui a fait une présentation dont je vais vous parler. En gros, dans le cancer du rein, on a depuis peu de temps la possibilité d'utiliser l'immunothérapie en situation adjuvante. Ça, c'était l'ASCO-GU du mois de janvier. Mais on peut aller plus loin grâce à des biomarqueurs pour bien définir la population qui peut bénéficier de l'immunothérapie, pour bien évaluer son niveau de risque. Et on attend aussi toujours des biomarqueurs chez les patients métastatiques pour définir le meilleur traitement parmi ceux que nous avons, en particulier les anti-angiogéniques, les immunothérapies ou le mélange de ces deux classes pharmacologiques. Et donc Laurence Albigès a présenté des données issues d'une étude qui est négative de traitement adjuvant par atezolizumab dans les cancers du rein, mais elle a extrait un biomarqueur qui s'appelle KIM, pour Kidney Injury Molecule 1, je me suis mis un petit pense-bête parce que j'oublie tout le temps, et qui est très lié au risque de rechute de la maladie et également au risque de rechute, au pronostic et au moment de la rechute et à l'impact du traitement par atezolizumab. Donc ce marqueur qui est effectivement très intéressant va peut-être bientôt faire partie de nos algorithmes de choix. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est quelque chose qui est à suivre pour définir quels patients
peuvent bénéficier d'un traitement adjuvant. Dans cette étude, c'était l'atezolizumab, mais est-ce qu'on peut l'intégrer dans l'utilisation, par exemple, du pembrolizumab en adjuvant? Ce sont des choses qui seront à suivre. On aura peut-être des scores ou des modèles de prédiction comme dans le cancer du sein. Pour ce qui est de la maladie métastatique, on a eu des données issues d'études de maladies métastatiques comme des associations de pembrolizumab, lenvatinib ou pembrolizumab axitinib. Et pour l'instant, on n'arrive pas à bien serrer quels sont les patients qui doivent bénéficier de telle ou telle association de médicaments. Et ça reste quand même une difficulté, et notamment dans les groupes de meilleurs pronostics qui, on le sait, n'ont pas tous besoin d'immunothérapie et pourraient se contenter d'un traitement par anti-angiogénique, mais on ne sait pas encore bien les déterminer autrement que par des critères cliniques qui restent un peu aléatoires. Là encore, dans la même session que je vous ai signalée tout à l'heure pour le cancer de la vessie, il y a une session très intéressante pour les différentes histologies du cancer du rein en dehors des cellules claires et une synthèse vraiment très utile sur les données actuelles des connaissances dans ces formes plus rares de cancer du rein. Je vous la conseille. Enfin, dans le cancer de la prostate, pas grand-chose de nouveau. Des essais négatifs, donc quand en oral ils nous mettent des essais négatifs, c'est probablement qu'ils sont un peu en peine, mais c'est quand même intéressant parce qu'on s'aperçoit quand même qu'on n'arrive pas à bien définir les populations cibles de nos traitements dans le cancer de la prostate et des données de qualité de vie. Dans les essais négatifs, un essai de surveillance active des cancers de la prostate dans lesquels on pouvait donner de la metformine chez les patients, la metformine ayant un potentiel de diminution du risque de progression, et en fait pas du tout. Il n'y a pas du tout de risque de diminution du risque de progression, et même ça a probablement un effet délétère chez les patients dont le BMI est élevé ou des patients qui ont un score de glisone élevé. Donc au-delà de l'essai négatif, il y a même un effet négatif du médicament chez ces patients en particulier. Autre essai négatif, dans une tentative d'association entre une hormonothérapie de nouvelle génération et un inhibiteur de CDK4/6, eh bien, en l'occurrence l'abemaciclib, eh bien, en association avec l'abiraterone, pas de bénéfice avec cette association chez les patients, probablement par un défaut de sélection des patients. On a souhaité tenter cette association dans une population tout venant et on a des résultats négatifs. Autre façon d'avoir une étude négative, c'est l'étude CHARTID-2. Ils ont évalué l'utilisation d'une chimiothérapie avec une hormonothérapie de nouvelle génération. Ici, c'est le cabazitaxel associé à l'abiraterone chez des patients qui entraient dans leur maladie métastatique résistante à la castration sans avoir eu d'hormonothérapie de nouvelle génération au stade hormonosensible. Et c'est actuellement plus du tout un standard. Il y a un avantage en survie globale tout à fait modéré et pas de survie, pas d'avantage un avantage en PFS modéré et pas d'avantage en survie globale. L'étude est donc négative et surtout, les standards ont évolué et cette stratégie ne peut être recommandée en situation de résistance à la castration. Pour terminer, Karim Fizazi a présenté les résultats de qualité de vie de l'étude PSMA-FOR. On en a parlé à une réunion précédente. PSMA-FOR, c'est la radiothérapie métabolique chez les patients hormonorésistants qui n'ont eu qu'une hormonothérapie de nouvelle génération. Donc cette étude est positive et ils ont évalué ici la qualité de vie qui est améliorée par la RIV. Donc ça confirme l'intérêt de ce médicament, même si dans cette étude le bras comparateur était assez faible puisque c'était l'enchaînement d'une deuxième hormonothérapie de nouvelle génération. Donc vous avez ici un gain en qualité de vie qui vient confirmer les gains en PFS que nous avions. Il ne faut pas oublier que dans cette étude, il y avait un crossover qui était possible et que ça nuit au résultat de la survie globale. Par contre, on a eu aussi des données rapportées de toxicité à long terme sur le plan néphrologique de ces médicaments par lutécium PSMA. Donc il faut bien être prudent et attentif dans le suivi de ces patients. La radiothérapie métabolique a un certain nombre d'avantages, mais aussi des inconvénients, des effets secondaires. Au-delà de la diarrhée et des problèmes hématologiques, il faut faire attention à long terme avec les impacts potentiels sur la fonction rénale. Voilà, je vous remercie.
Merci. Alors, on a un peu de temps pour les questions, puisqu'il n'y a pas Pas encore tout à moi, parce que l'orateur moi, suivant. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez plein de questions pour les phasins, non? Moi, je trouvais ça. Il y a plein de questions. Effectivement, des questions sur un sujet précédent. Une petite question par rapport à l'accès à la rive. Ouais. Ça concerne un gros nombre de patients, parce que c'est un traitement qu'on imagine quand même d'accès assez limité sur la région. Donc, on a une équipe quand même très dynamique en médecine nucléaire qui fait un gros boulot, et la position de Frédéric Courbon au sein de la Société française de médecine nucléaire fait que le centre est quand même vraiment dynamique. Il y a effectivement beaucoup de patients qui sont susceptibles d'être candidats. Pour l'instant, c'est chez des patients métastatiques résistants à la castration qui ont reçu une hormonothérapie de nouvelle génération et un taxane. En général, les dérogations ne sont pas accordées. Je pense qu'il faut quand même aussi qu'on fasse attention sur l'indication, c'est-à-dire probablement que ces maladies marchent bien, rendent service à des patients dont la maladie n'est pas trop volumineuse, pas trop agressive, parce que ça ne peut pas prendre en compte des maladies qui ont ces caractéristiques qu'on a plutôt envie de diriger vers la chimiothérapie, en fait. Donc il faut bien faire attention à ça. Mais avec l'étude PSMAfort qui a été présentée là, il est probable que ce traitement remonte les lignes, soit fait de plus en plus tôt, et il est évalué même encore à des stades beaucoup plus précoces de la maladie. Donc je pense que ça va se développer de plus en plus, et il y a des nouveaux marqueurs, notamment avec des kallicréines, des cousins du PSA, si vous voulez, qui ne sont pas des formes sécrétantes de PSA, des formes membranaires de PSA pour simplifier. Et donc il y a des nouveaux marqueurs qui vont arriver, des nouvelles cibles, et donc je pense que la radiothérapie métabolique a de beaux jours devant elle. Merci. C'est pour combler le vide et l'arrivée de Florence. Iphigénie, tu nous as parlé du ciblage de la claudine, qui est effectivement un nouveau marqueur pour lequel on aura maintenant des anticorps anti-claudine très, très rapidement. Or, les anticorps simplex, première génération, pas encore évidemment tout ce que tu montres. Donc j'en profite pour demander à Yannick comment on l'évalue, quel seuil, est-ce qu'on peut vraiment varier la proportion de claudine plus dans les estomacs en bougeant le seuil d'évaluation? Parce que là, en gros, vas-y, dis-nous ça. Moi, j'ai surtout retenu que là, nous, on ne le ferait pas. Ce sera un moyen centralisé, donc ça, t'as mieux. Et pour nous, on appliquera le seuil qui sera donné dans l'AMM. Alors, je me demande plus de mémoire parce que je n'ai pas encore... En ce moment, je fais plutôt d'autres anticorps, j'ai un peu oublié. Voilà, donc on appliquera le seuil et on vous le donnera. Je veux dire, après, on vous donnera le chiffre. Moi, je pense que comme d'habitude, vous donnez le chiffre, après vous appliquerez le seuil. Voilà. Je pense que c'est le mieux. Hein. En tout cas, on peut dire que c'est un marqueur qui va sélectionner beaucoup de cancers gastriques. Ce n'est pas une niche à 2%. C'est autour de 40%. Ouais. Ok. Vous avez des questions dans d'autres... Il y en a qui ont écouté des choses sur la gynéco, parce que gynéco, on vous a dit qu'il n'y avait rien d'intéressant, mais vous êtes tous d'accord? Ils ont qui ont écouté les post-ASCO, non? Il y a une soirée gynéco ce soir. Il y a une contre-soirée. Ok. D'autres choses que vous auriez entendues, que vous aimeriez discuter? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu aussi une session sur l'oncogériatrie. Alors, je n'avais pas parlé. Donc, l'oncogériatrie, il y avait une session. Alors après, il y avait bien sûr des petits trucs par-ci par-là, mais il y avait une session consacrée à ça. Et la thématique, qui rejoint d'ailleurs la thématique qu'on a eue en journée scientifique nationale française, qui est comment intégrer l'intervention gériatrique dans les essais thérapeutiques. Parce que l'oncogériatrie, c'est le début des années 2000, l'évaluation, pour dire les gens sont fragiles ou pas. Et puis bien sûr, maintenant, c'est traité en intervenant comment on fait pour, dans le parcours de soins, faire intégrer l'intervention gériatrique. Et donc,
à la journée scientifique française comme à la session de l'ASCO, ça a été le thème, avec plusieurs essais présentés, avec différents modèles. Il y avait un japonais, il y avait des Américains, il y avait des Canadiens, sur la façon dont on essaye de faire rentrer ça, bien sûr, d'abord en recherche clinique, ce qui évidemment n'est pas très très simple, mais qui peut être fait. Il y a des données méthodologiques pour le faire, et puis après, en pratique. Et donc... dans les essais, on a plusieurs essais en France en cours, notamment des essais de chirurgie, où il y a des co-management des patients dans les services chez les patients qui ont des grosses chirurgies digestives, notamment. C'est l'essai IMPROVED, et il y en a d'autres qui ont été financés par le PHRC. Et puis après, à notre échelle toulousaine, on essaye avec Oran et l'équipe de gériatrie d'essayer de faire ça avec des hôpitaux de jour dans le service d'uro qu'on essaye de mettre en place pour les patients qui ont des chirurgies de la vessie. Ça ne vous intéresse pas tous, mais ça nous a permis d'attendre Florence Dalin, qu'on accueille sous les bravos. Ouais, salut Flo. Quel timing. Donc, est-ce qu'il s'est passé des choses en Céno à l'ASCO? J'avais la clé au bout des doigts. Alors en cénologie, je reprends mon souffle. La première thématique d'actualité et la plus importante, ça a été les anticorps drogues conjugués, avec une étude qui probablement va changer nos pratiques assez rapidement. C'est la Destiny-Brest-06, on va le voir. Je résume, je ne vais pas vous parler de tout, mais vous dire qu'il y a probablement de l'espoir d'associer ADC et immunothérapie en adjuvant pour les triples négatifs avec des taux de PCR dans des études préliminaires très intéressants. Et il y a beaucoup d'ADC qui arrivent, mais tous n'ont pas trouvé une place. Alors la Destiny-Brest-06, celle qui va changer les pratiques, c'est une étude qui s'adresse à des femmes ayant un cancer du sein RH+, et HER2 faiblement exprimé. Ces patientes, ce qui est très important de savoir, c'est qu'elles avaient eu ou deux lignes d'hormonothérapie avec thérapie ciblée en situation métastatique, ou bien une ligne à condition qu'elles aient progressé dans les 6 mois de IA CDK4/6, donc un caractère assez hormonorésistant, ou bien qu'elles aient progressé sous hormonothérapie adjuvante. Et elles ont été randomisées 1.1 entre trastuzumab deruxtecan, N égale 436 patientes, et une chimiothérapie au choix de l'investigateur, capecitabine, plaquitaxel ou nab-plaquitaxel. L'objectif, c'était la survie sans progression dans l'ensemble de la population. Non, pardon, la survie sans progression uniquement dans les HER2 faiblement exprimés, pas les ultra-low, on va y revenir. Et dans les objectifs secondaires, il y avait la PFS dans toutes HER2 faibles et ultra faibles, et puis les données en survie. Dans la population ultra faible, la survie sans progression était purement exploratoire. Alors justement, je reviens à cette définition. Vous savez qu'on a les HER2 amplifiés ou de croix en immunohistochimie, surexprimés ou amplifiés et de croix en immunohistochimie, les lots. Et puis il y a cette définition qui arrive à des ultra-lots, c'est moins de 10% des cellules qui ont un marquage incomplet à la membrane. Mais si on additionne pour les RH+, les lots et les potentiels ultra-lots, on n'arrive pas loin de 100% des patientes, à peu près 80-85% des patientes. Et donc, les caractéristiques avant de vous montrer les résultats, il y avait 17% d'ultra-lots, donc toutes les autres étaient faiblement exprimées. Ce qui est important de voir, c'est que la plupart des patientes avaient des métastases viscérales. On n'a que très peu de patientes, 3% qui avaient des métastases osseuses. Et si je dis ça, c'est que c'est une population de femmes qui a parfois longtemps des métastases osseuses, voire cutanées. C'est probablement pas les mêmes que celles qui ont des métastases pulmonaires et hépatiques. Donc il faut en tenir compte pour le changement des pratiques. La plupart ont eu de la capecitabine. Et puis vous voyez 24-16% de nab-plaquitaxel et paclitaxel en bras contrôle. Et les courbes de PFF sont les suivantes. Un delta de 5,1 mois, 8,1 mois avec la chimiothérapie standard versus 13,2 mois avec le TDXD. Alors les courbes, elles sont séparées nettement. C'est à peu près ce qu'on voit dans la population HER2 low en deuxième ligne, mais ce n'est pas une différence aussi marquée. Ça ne marche pas autant que pour les 3 croix. Hein.
ou le fait aussi de bloquer HER2, ça a un rôle, un driver, quoi. Là, c'est juste, je fais rentrer le payload. Justement, dans la population ultra-low, vous avez ici les données exploratoires à gauche en PFS qui montrent un delta à peu près identique de 4,9 mois sur ces 17% de ultra-low. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire en pratique? Je ne sais pas. Et comment vont nous l'identifier les anatomopathologies? Je ne sais pas non plus. Et les données en survie globale ne sont pas matures. Tout ça au prix d'événements indésirables qu'on connaît bien maintenant avec le trastuzumab deruxtecan. Je souligne qu'il y a eu 2 ou 3 décès pour pneumopathie interstitielle diffuse. Donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer la surveillance par scanner thoracique toutes les 6 semaines. Voilà, donc cette étude, elle va probablement changer nos pratiques dès la première ligne chez les patients RH+, HER2 low, voire ultra low. Après, il y a de nombreuses questions. Est-ce que cette stratégie doit être appliquée sans passer par l'utilisation d'autres lignes d'hormonothérapie avec ou sans thérapie ciblée, simplement pour les formes les plus agressives et présentant les caractéristiques de plus ferme hormonosensibilité, ou à l'inverse, est-ce qu'il faut différer le TDXD pour des formes plus indolentes avec des métastases osseuses prédominantes? On ne sait pas. Et puis après, il y a toute la définition de ce seuil d'expression faible de HER2 qu'il faudra voir avec les anapathes. Ensuite, un petit mot de la phase 1 d'atopotamab deruxtecan avec durvalumab en néoadjuvant, pour vous dire que en fonction de certains sous-types de triple négatif définis par des modules de transcriptomique immuno, on peut atteindre des taux de réponse objectifs jusqu'à 72%. Et c'est un petit clin d'œil pour vous dire qu'on a là une phase 3 ouverte au triple négative, où on compare le schéma de la Keynote 522 au datopotamab deruxtecan avec le durvalumab. Et on espère faire au moins aussi bien, voire un petit peu mieux en termes de... parce que moins de toxicité. Donc voilà pour les ADC. Ensuite, on a eu une étude qu'on attendait beaucoup, c'est CDK4/6 après CDK4/6, c'est l'étude post-monarque, parce que notre première ligne RH+, HER2-neg, c'est souvent IA, inhibiteur de CDK4/6. Qu'est-ce qu'on fait après? Il y avait, je vous montrerai tout à l'heure, des études qui étaient plutôt négatives. C'est la première phase 3 sur cette thématique-là, qui a randomisé donc chez des patientes en progression sous IA CDK4/6 plutôt ribociclib ou palbociclib, randomisé fulvestrant plus placebo versus fulvestrant plus abemaciclib. Alors le bras contrôle peut être critiqué parce qu'il n'y a pas d'éverolimus, parce qu'il n'y a pas de capivasertib, mais c'était ça. Et l'objectif principal, c'était la survie sans progression. Et ce que l'on voit, c'est que c'est une phase 3 qui est positive, stricto sensu, si on regarde le petit p. La médiane de survie sans progression, elle passe de 5,3 mois fulvestrant seul versus 6 mois. Mais le delta, il est court. Je ne suis pas sûre que ce soit très relevant sur le plan clinique. On a tous été très étonnés de la PFS à 5,3 mois avec le fulvestrant. Souvent, dans ces essais de phase 3, après échec aux IA et CDK, on est plutôt dans du 3 mois de PFS. Donc le 5,3 mois, il est vraiment très haut. En tout cas, c'est la première étude qui montre qu'un CDK après un autre CDK montre statistiquement un bénéfice. Je ne suis pas sûre que ça va changer nos pratiques. Et puis surtout, il faut positionner ce schéma-là à tout ce qui arrive, les lacestrants, les vérolimus et le capivasertib, et puis les inhibiteurs de PARP quand il y a la mutation germinale BRCA. Et le mot de la fin, c'est pour la maladie résiduelle circulante. Ça prend de plus en plus de poids dans la surveillance des patientes ayant eu un cancer du sein, surtout RH+, et HER2 négatif. C'est sûr qu'elle existe, c'est sûr qu'on sait la détecter. Ça, c'est dans l'essai Monarch-I, quand on la retrouve et qu'elle persiste, c'est sûr que les patientes vont aller mal. Maintenant, qu'on sait la détecter, il faut qu'on mette en place des études pour montrer que la détecter impacte l'histoire naturelle avec un changement de traitement adjuvant derrière. Et là, je vous renvoie à des essais qu'on peut avoir actuellement, comme TRACER ou CT-TREAT. On regarde chez les patientes les plus à risque, RH+, et HER2-neg, si on a l'ADN tumoral circulant, et si on challenge l'hormonothérapie adjuvante classique par un nouveau CERD ou CERD plus inhibiteur de CDK4/6. Voilà, mais la surveillance ces femmes-là va, dans quelques mois, enfin quelques années, inévitablement se faire par l'ADN tumoral circulant. C'est tout. Si vous avez des questions. Merci.
Est-ce qu'il reste des questions pour la scénologie? A priori, pas de questions. Donc on a fini les topos.